Bonjour mes chers panafricanistes, bienvenue sur Kassongo TV. Aujourd'hui, Alain Foucault vous lance un message inquiétant qui fait déjà réagir dans plusieurs pays africains. Selon lui, une menace bien réelle plane actuellement sur l'Afrique. Entre tensions géopolitiques, manipulation et enjeux stratégiques, cette déclaration suscite un énorme débat. Alors suivez attentivement cette vidéo. Si un voleur arrive chez vous en plein jour et pille votre maison en utilisant une violence inouïe sur vous et vos enfants, en vous martyrisant, on peut expliquer le succès de son forfait, de son crime, de son hold-up, à la fois par l'effet de surprise ou par le fait que vous étiez en confiance et vous n'étiez pas préparé à ce type de pratique, à un tel cynisme. Mais s'il revient une troisième, puis une quatrième fois, opéré avec le même succès, vous pille soigneusement sans difficulté pendant que vous le regardez faire, alors ça devient définitivement désespérant. Et vous ne pouvez plus justifier votre faiblesse par la seule violence, le seul cynisme, la seule barbarie de l'agresseur. Il faut que cela soit clair dans l'esprit de tous. Le soutien n'est pas seulement à des personnes. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, une chose est certaine. Ces officiers, qu'il s'agisse d'Assimi Goïta du Mali, d'Ibrahim Traoré du Burkina Faso, de Mamadi Doumbouya de Guinée ou d'Abdourahmane Tiani du Niger, ils sont des game changers. Pas parce qu'ils ont fait un putsch, mais simplement parce qu'ils viennent de mettre fin à un modèle qui était arrivé à son terme. Qu'on le veuille ou non, ils ont réussi à mettre dehors ceux qui, pendant tant d'années, imposaient leur rythme, imposaient leur calendrier, imposaient leurs hommes. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Il a dit qu'il a 3 personnes qui sont ses gens et qui sont de bonnes personnes. Un peut être le président de transition et un autre peut être le Premier ministre. Il a demandé si je peux seulement sortir pour faire une déclaration dans laquelle communiquer les noms du président et du Premier ministre afin de formaliser tout ça. J'ai répondu « Cela est hors de question, les citoyens sont en concertation. Quand ils finiront, nous travaillerons en fonction de ce qu'ils décideront. » Je me souviens ce jour-là, il m'a dit d'être compréhensif. Il a dit que quand il disait quelque chose à Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, celui-ci répondait qu'il allait y réfléchir et qu'Ibeka est resté dans les réflexions jusqu'à ce qu'il parte. Donc, qu'il faut que moi je cesse cela. J'ai répondu « Non, cela est hors de question. Les citoyens sont en concertation. Quand ils finiront, nous travaillerons en fonction de ce qu'ils décideront. Nous ne nous sommes pas entendus. Il est parti de son côté, je suis parti de mon côté. » Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique. Parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Vous devez désormais vous interroger sur vous-même. Si en plus, la 4e fois, il élabore toute sa stratégie pour vous piller devant vous, avec le plus grand des mépris, il vous prévient même de son arrivée prochaine et que vous le regardez faire sans réagir, sans vous protéger, alors comprenez que tout s'interroge désormais sur votre maturité et sur votre équilibre mental. Soit vous êtes vraiment un handicapé, auquel cas vous avez besoin d'être pris en charge, d'être sous tutelle, soit vous aimez ça, et alors vous êtes maso et méritez ce qui vous arrive. Il n'est point besoin de s'apitoyer donc sur votre sort. Et votre voleur devient même manifestement votre bienfaiteur. Je refuse de penser à ces 2 dernières options. Lorsque les hordes arabes débarquent au sud du Sahara au Moyen-Âge, les réduisent dans une violence indescriptible en esclavage les populations de toute cette région et leur imposent leur religion, on se dit, on ne s'y attendait pas. Cet esclavage va être particulièrement violent, déshumanisant, cruel, sanglant, déchirant, avec une extraordinaire déportation des populations noires. Entre le Moyen-Âge et le XXe siècle, les Arabes et les Ottomans ont vendu plus de 17 millions d'esclaves africains. C'est un fait. Pendant plus de 1400 ans, les Arabo-musulmans ont tué, déporté, castré 17 millions de Noirs. Les jeunes garçons se faisaient couper leur pénis et le scrotum pour éviter qu'ils ne se reproduisent en terre arabe. La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont disparu du fait des traitements inhumains et de la castration généralisée. Ibn Khaldoun, considéré comme l'un des grands savants arabes, exprime sans ambiguïté la perception que l'on avait du noir dans la société arabe de l'époque. Il disait ceci, je cite, « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » Fin de citation. On estime à plus de 80 millions le nombre de Noirs morts dans le désert pendant la déportation. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration
c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc, l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%, ça vous donne une idée du massacre. Cet esclavage va durer plusieurs siècles et détruire les cultures, les traditions et l'organisation des sociétés pour installer leurs modèles, leurs valeurs, leurs traditions dans ces régions. L'islam interdisant l'esclavage entre musulmans, les esclaves vont se convertir à l'islam pour pouvoir améliorer leurs conditions. Première grande barbarie venue de l'extérieur donc contre les Africains. Alors que les blessures de cette première violence extrême sont encore vivaces, encore ouvertes, va suivre une nouvelle agression tout aussi subite et meurtrière. La traite négrière, le commerce triangulaire avec son corollaire de déportation, le déchirement des familles, d'éclatement de la société. Sur un total d'à peu près 12 millions d'Africains embarqués de force, environ 10 millions sont débarqués, du fait de la forte mortalité à bord. Ils arrivent au Brésil, 45%. Dans les Caraïbes britanniques, françaises, néerlandaises et danoises, 37%. En Amérique espagnole, 11%. Et en Amérique du Nord, 4%. Les esclavagistes inventent des raisons scientifiques et morales pour justifier leurs actes. Ils en appellent, encore une fois, comme les arabo-musulmans, à l'infériorité naturelle des nègres et s'appuient cette fois-ci sur la Bible. Ils disaient devoir convertir les Africains au christianisme pour sauver leurs âmes. Mais la véritable raison qui a motivé le commerce du bois d'ébène et l'esclavage était le profit. Il fallait une main-d'œuvre nombreuse et résistante pour produire la canne à sucre, le café, le coton, le tabac, l'indigo. Toutes les denrées coloniales qui ont enrichi durablement l'Europe. On va donc déporter des dizaines de millions de personnes pour aller travailler comme des bêtes de somme, comme des outils dans les plantations de coton et de canne à sucre en Amérique. L'épisode parmi les plus violents de l'histoire du monde, dans lequel certains révisionnistes s'emploient à rappeler qu'il s'est fait avec la complicité des Africains. C'est une évidence. Mais je leur rappelle que c'est aussi vrai que la déportation de milliers de Juifs vers les camps de concentration nazis en Allemagne a été facilitée par la collaboration de milliers de Français, d'Anglais, d'Allemands, de Belges et même de quelques centaines de Juifs. Et pourtant, cela ne fait pas que le crime de la déportation et de l'Holocauste soit imputé aux Français ou aux Juifs. Ce sont les Allemands nazis qui en portent la responsabilité. Bref, ce commerce des êtres humains à grande échelle des Africains va vider le continent noir des millions de bras valides. La plus grande hémorragie humaine de l'histoire du monde. Malgré cela, malgré ces immenses douleurs, ces insupportables déchirements, au XVIIIe siècle, les mêmes vont revenir sur les lieux de crime de leurs ancêtres, les Européens. Et encore une fois, ils vont y pénétrer comme dans du beurre, avec presque la même facilité. Une résistance très vite matée au prix de nombreuses tueries. Il faut dire que comme leurs parents, ils utilisent la même violence, la même cruauté. Sipitali kwa Kingijoy ugitwaragwo kuria taritahu ya kajanio hari kambi na mirano ire kiuragirwo nawe gathie gaitwo hau ihumbagirwo na magai haria kanja. Ils sont sans foi ni loi. Ils ne font pas de discernement entre femmes et enfants. Ils vont eux aussi aller dans certaines régions jusqu'à la castration des hommes, comme on l'avait déjà fait dans l'esclavage arabo-musulman. Niwe musikali wepo wewe toa kwa tandi na ea kwa tandi kwa lija mundu nyo kwa tandi neke lo poko bau baka na ngwenande ayuna kwa tama na tanda bandu alo yoka akwete nyo play la lo yoka akwete play sila kama kati wa mau oka kwa tangu pamba amina anakwa. Dire qu'ils se définissent comme des hommes civilisés. Dans certaines régions, ils vont décapiter les résistants et exposer leurs têtes dans les marchés, comme dans l'ouest du Cameroun, en pays Bamléké. Question d'installer la peur. C'est la mission civilisatrice. C'est M. Finkielkraut qui dit on a apporté la civilisation aux sauvages. Quelle civilisation? C'est l'ère de la colonisation. L'Afrique devient le principal enjeu de la rivalité coloniale franco-britannique. Les motivations économiques sont décisives, notamment la recherche des débouchés commerciaux, mais aussi le souci de contrôler les matières premières tirées de l'agriculture tropicale ou des mines. L'aventure missionnaire précède naturellement la grande vague colonisatrice. J'aime souvent reprendre à mon compte cette citation de l'ancien président kenyan Jomo Kenyatta qui disait, je cite, « Lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient la Bible et nous les terres.
Ils nous ont demandé de fermer les yeux pour prier. Lorsque nous avons ouvert les yeux, ils avaient les terres et nous la Bible. On ne peut pas mieux résumer. À la fin du 19e siècle, évangélisation et colonisation affichent leur connivence. À la conférence de Berlin en 1885, ces grandes puissances se réunissent entre elles pour se partager le gâteau. Sans gêne, elles dépècent le gibier, se donnent des zones et y installent leur comptoir. Au cours de cette période, l'Afrique est dépouillée de sa souveraineté et de son indépendance. Assaillie, divisée en colonies de dimensions variables, elle offre un visage totalement remodelé sans aucun rapport avec les entités politiques préexistantes. La chefferie en pays bamléké, au Cameroun où je suis né, et en Afrique en général, avant l'arrivée des colons, étaient des États en miniature. Ce qu'on appelait les royaumes, c'était des États en miniature avec tout ce qu'un État peut avoir dans sa constitution. C'est-à-dire, c'était des États avec justice, avec l'armée, avec tout ce qu'un État peut contenir. Donc, ce n'est qu'à l'arrivée des colons qu'on a vu le pouvoir de ces États diminuer. En effet, en 1880, début de la colonisation, plus de 90% du continent était encore dirigé par des Africains. 20 ans plus tard, l'Afrique entière, à l'exception du Libéria et de l'Éthiopie, est sous la domination de l'Europe. En morcelant l'espace politique africain, après avoir démantelé les empires et royaumes anciens, la colonisation efface les espaces unifiés dans ces entités géopolitiques. De même, en détruisant les chefferies traditionnelles ou en les domestiquant, la colonisation désintègre les constructions sociopolitiques qui conféraient à la société ancienne sa force de cohésion. Alors, mes chers panafricanistes, nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre vidéo. Qu'avez-vous retenu de cette situation? Les propos d'Alain Foucault montrent à quel point les questions liées à l'avenir de l'Afrique deviennent de plus en plus sensibles. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains s'interrogent sur la place du continent dans les grands équilibres mondiaux et sur les dangers qui pourraient freiner son développement. À travers cette alerte, Alain Foucault pousse surtout les populations africaines à rester vigilantes, à mieux comprendre les enjeux internationaux et à défendre davantage les intérêts du continent. Une réflexion qui continue déjà de faire réagir bien au-delà des réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine.